Cette semaine, c'était la Saint-Valentin et vous avez peut-être reçu vos meilleures disquettes. Ton père est un voleur, les étoiles, tes yeux et tout ça. T'as volé mon cœur et avec tous ces voleurs, forcément, Ezra Miller a récidivé. Puisque si on en croit la dernière bande-annonce du film The Flash, la star, qui a déjà pas mal d'accusations de kleptomanie sur le dos, a même fini par voler son propre visage. Après Bonnie and Clyde, Miller and Miller. Et d'ailleurs, est-ce qu'un non-binaire redevient binaire lorsque deux versions de lui coexistent? Vous avez 4 heures. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 386e JT Comics et pendant la mi-temps du Super Bowl, des millions de personnes ont vu Rihanna en concert. Mais une poignée de fans radicalisés de l'univers Marvel a vu Mephisto enceint en train de chanter Umbrella, et la moitié d'entre eux a déclaré avoir préféré la version de Tom Holland. Il est temps pour nous d'ailleurs de passer au grand match des news de la semaine. Super Valentin. On va évidemment parler d'Ant-Man, mais avant ça, la news insolite de la semaine, spéciale Saint-Valentin, puisque hier, certains ont peut-être pu se déclarer leur flamme, d'autres ont passé une soirée Saint Sopalin et crème Nivea ou beurre pour les plus gourmets d'entre vous. Moi, vous le savez, mon amoureuse, son prénom commence par M, le M que je dis et que je sème comme le cousin artiste de Wolverine à la grande, mais, et avec elle, quand tu te demandes si c'est pour une nuit ou pour un petit peu plus longtemps, tu réfléchis tout simplement en termes d'espérance de vie brute, pas en termes d'implication amoureuse, et ça vient pimenter les choses, et justement celui dans le grand S sur la poitrine peut aussi vouloir dire Espelette. Clark Kent est revenu sur la planète Terre après un séjour sur une autre planète où il a été gladiateur, une planète qui lui a donné pas mal de fil à retordre, et aussi très peu de vêtements, puisque je suis pas du tout spécialiste de la mode, mais si je devais donner un nom à ce déguisement, j'appellerais ça le Spartaculaire. Bon, il est revenu sur Terre, maintenant il a repris son ancien costume, et Jonathan Kent, le fils, en cherchant des jeux de société, tombe sur le costume de gladiateur dans le placard de ses parents. Et alors Lois Lane nous donne une variation sur le thème du Alt F4 très rapide quand tes parents rentrent à l'improviste dans ta chambre alors que tu es en train de bosser sur un devoir maison. Un mois après, toujours dans Action Comics, on apprend que Lois a gardé le costume noir de Clark Kent, quand on avait su dans la série Lois et Clark que c'était les Lois et Clark originels, datant d'avant le grand reboot, la grande réinitialisation de l'univers d'ici Flashpoint, qui sera d'ailleurs dans The Flash, et donc quand on avait compris qu'il s'était caché sur notre planète où il y avait déjà un Superman, mais forcément vous le connaissez, c'est un bon samaritain, il n'avait pas pu s'empêcher de continuer à rendre des services à la planète, mais il le faisait dans un costume noir, que Lois appelle un costume patrimonial et en français dans le texte très sexy. Évidemment, je sais que ça vous met pas le sif tout moite, mais il n'en a pas fallu beaucoup plus à certains pour crier à l'assassinat du personnage de Lois Lane en tant que tendre épouse de Clark, avec des arguments en disant que Lois devait être la femme qui aime et soutient Clark et pas une salope fétichiste qui aime baiser dans le ciel et faire porter à son mari des costumes sexy pour le sexe. Alors imagine un petit peu, tu t'appelles Clark Kent, Kal-El, ta planète explose, tu t'en vas vers l'inconnu dans l'espace, t'as de la chance, tu tombes chez des gentils fermiers du Kansas, pas chez Jack Lang, qui n'est pas d'ailleurs le père de Lana, non, Lang, c'est celui qui aime bien fourrer la sienne sur des mineurs, comme si c'était des timbres-postes. Bon, t'es Superman, tu te démerdes plutôt bien dans la vie, tu sauves le monde encore plus de fois que ce que le film The Flash a été réécrit, et en plus on t'explique que tu devrais baiser en chemise, jean, chaussettes charentaises en faisant sortir ton mini-zode par la braguette, en missionnaire avec l'énergie d'un marcheur de The Walking Dead, une fois tous les 4 ans, comme un vieux couple de droite qui fête les victoires au présidentielles, et même celle de François Hollande. Quel monde, mais quel monde les amis. Alors évidemment, le scénariste Philip Kennedy Johnson, qui a créé la tenue, pas celui qui a écrit l'histoire, c'est Dan Jurgens, il répond, il dit « Si tu possèdes le pouvoir des dieux et que tu ne l'utilises pas pour faire en sorte que ta partenaire se sente comme une déesse quand vous êtes ensemble, alors tu t'y prends vraiment mal. » L'une des composantes de la relation entre Lois et Clark est à quel point ils sont à fond l'un sur l'autre. Oui, on l'a compris, Philippe. Et aussi, il précise, un fétichiste et salope ne veulent pas dire la même chose, grandit. Mais on se demande bien pourquoi ils lisent des comics, ces gens-là, puisqu'après les conservateurs qui ne trouvaient pas normal que Superman sauve des vies quand c'est des vies de travailleurs clandestins, bien maintenant, on a les prudes qui ne trouvent pas ça normal que Lois et Clark fassent l'amour comme ils l'entendent, alors qu'ils devraient plutôt souligner la prouesse, puisqu'à tout moment, on apprend que dans Injustice, le Joker n'a rien à voir avec la mort de Lois Lane, et c'est tout simplement Clark qui a mal maîtrisé sa force quand il s'envoyait en l'air.
Ant-Man 3, four merde. Aucun spoil sur Ant-Man 3 Quantumania puisque je ne l'ai pas encore vu. En revanche, je sais que les critiques américaines sont dithyrambiques. Ils trouvent que c'est un excellent film, bizarre mais dans le bon sens du terme, avec un Jonathan Majors qui crèverait l'écran. En revanche, les critiques françaises foudroient l'œuvre en disant que c'est une production gênante, un Star Wars wish, et que les effets spéciaux sont indignes, comme un tacos merguez raclette. J'ai l'impression d'entendre mon beau-frère raconter soit par ma sœur, soit par tout le reste de ma famille. Donc j'irai juger sur pièce, mais je crois qu'après avoir vu Astérix, je suis assez immunisé. En attendant, on a quand même eu droit à une petite anecdote croustillante, à ce qu'on pourrait appeler une histoire de merde pour Ant-Man 3, puisque Paul Rudd a déclaré que des fois les effets spéciaux avaient été évités, ils avaient construit les décors sur les plateaux, et que pour une des planètes, avec des bâtiments très hauts, très bizarres, très sales, ils avaient recouvert le plateau de boue, sauf qu'ils se sont trompés, c'était pas de la boue, c'était du fumier, qu'à un moment c'est devenu quasiment impossible pour les acteurs de jouer dans ces conditions olfactives. Il a fallu recouvrir le fumier de vraie boue pour atténuer l'odeur. Et en parlant de boue justement, cherchons peut-être la petite pépite qui se cachait dans celle d'Ant-Man numéro 1, qui aurait dû être réalisée par Edgar Wright, comme vous le savez. Eh bien on a appris récemment, on nous a confirmé, pas appris, mais les vraies raisons du départ du réalisateur, qui aurait posé sa patte singulière sur Ant-Man 1, ces 6 pattes singulières, les pattes qui nous ont offert l'adaptation excellente de Scott Pilgrim, mais c'était un film un petit peu trop d'auteur pour Marvel, qui souhaitait incorporer celui-ci dans un grand univers tout connecté, tout relié. Le scénariste Joe Cornish déclare qu'ils avaient quand même réutilisé pas mal de leurs éléments dans la version finale du film. Moi il me tarde du coup de voir en quoi ce Ant-Man 3 va être plus ou moins bizarre que les autres, et surtout ça vient corroborer quand même ce que disait cet artiste des effets spéciaux qui a bossé notamment chez Marvel, et qui disait que Marvel avait une passion pour les jeunes réalisateurs avec quelques films à succès pour mieux les contrôler. En attendant Ant-Man, ça se lit, que ça soit la version de l'âge d'or Hank Pym, que ça soit la version Scott Lang, ou même la version O'Grady qui est plus subversive. Ant-Man, c'est un des héros, soi-disant, si on en croit Tom Brevoort, qu'Alan Moore aurait souhaité écrire pour Marvel, mais ils avaient peur que ça fasse pas assez de ventes, ce qui est assez fou à s'imaginer. En attendant, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce 3e opus d'Ant-Man et de cette première pierre de la phase 5 de l'univers Marvel. Père de Batman. L'actu ciné de la semaine est dominée par la sortie de la bande-annonce du film The Batman, qui je crois est aussi appelé peut-être The Flash, parce que je sais que s'il y a une prochaine vague de Covid, on a déjà les images de 2 chauves-souris qui viennent bouffer The Flash complètement, même si on a eu droit à quand même 2 Ezra Miller, un petit peu comme le nombre de personnes qui sont sorties et se sont enfuies de la voiture de Pierre Palmade après son tragique accident. Coïncidence? Je ne crois pas, non. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette bande-annonce que vous avez sûrement déjà tous vu, si ce n'est que le Batman de Michael Keaton risque de inspirer Emmanuel Macron à poursuivre sa réforme des retraites coûte que coûte, puisqu'on voit quand même que le vieux Bruce Wayne aux cheveux blancs longs est quand même bien plus dynamique à sa soixantaine avancée que quand il avait la trentaine. J'ai aimé voir débarquer Supergirl et j'espère qu'elle mettra beaucoup moins de temps à sabrer Zod comme si c'était un petit magnum de champagne que son cousin. Et ce que j'ai préféré dans la bande-annonce, c'est 2 choses. D'abord, la toute fin, quand DC Studios rappelle qu'il faut lire là où tout a commencé, à savoir les comics Flashpoint. Et ça a déjà été vu par bien plus de 3 millions de personnes depuis ce week-end. Il faudrait que Marvel Studios et tous les autres studios qui adaptent des comics s'y mettent, c'est excellent. Et puis alors, il y a toutes les batsuits, les costumes de Batman, notamment celle-ci où on peut voir 2 holsters. Alors on nous a dit plus tard que c'était des holsters pour Bat-Grappin. C'était pas Batman qui se mettait à flinguer comme s'il jouait dans The Expendables, ou alors tout simplement à nous rappeler ses origines dans les comics, puisqu'au début il se foutait autant des flingues et de tuer que ce que notre gouvernement se fout des conflits d'intérêts. On voit aussi un costume bleu et gris, c'est un costume iconique pour beaucoup de lecteurs de comics, notamment des années 60 et même bien plus tard. On voit les costumes des films précédent de Tim Burton, et on voit également 2 costumes qui m'ont rappelé les figurines avec lesquelles je jouais quand j'étais tout petit. Un costume pour aller sous l'eau par exemple, ou encore un costume pour affronter très probablement des déserts de glace ou de sable, et j'ai adoré cette petite séquence qui montre à quel point ils ont soigné le retour de Batman. C'est pas juste un tout petit caméo, déjà dans la bande-annonce on comprend qu'ils aiment le personnage de Batman et qu'ils vont nous montrer le guerrier qui se prépare à tout, il y a même une kryptonienne dans sa poche. Donc je vous laisse me dire ce que vous avez préféré dans la bande-annonce de ce film qui viendra réinitialiser l'univers d'ici à l'écran.
popcorn. Dans le reste de l'actu des adaptations ciné-séries de nos comics préférés, le matériau source est bien Cocorico, puisque après Silk, la seconde série Amazon dans le Spider-Verse portera sur l'invention du français Fabrice Sapolsky, à savoir le Spider-Man noir, celui de la Grande Dépression des années 30. Amazon, ça va devenir la hantise des arachnophobes, et puis le caïd Vincent D'Onofrio a déclaré que le reboot de la série Daredevil dans le MCU était très intelligent et surprenant. Moi j'espère qu'on continuera de le voir prendre des gens à coups de portière de bagnole comme un voiturier qui fait un burn-out. Et enfin on dirait que c'est le personnage principal du film Joker Folie à 2 qui s'occupe de la gestion des figurants sur le plateau, puisque il y a eu des accusations qui ont été portées à l'encontre de la prod qui empêcheraient les gens d'aller faire pleurer leur clown comme ils le veulent. Ils devraient se justifier déjà quand on les voit revenir sur le plateau avec un petit gobelet d'eau, on leur dit à quoi bon boire pour retourner pisser. Déjà dès le premier opus, un des figurants s'était plaint d'avoir dû rester plus de 3 heures bloqués dans le métro dans lequel ils avaient tourné la scène, ce qui à Paris s'appelle un lundi matin dans le RER A. 1 milliard de dollars de bénéfices et même pas foutu de prendre soin de ces figurants, dont on devrait quand même prendre soin même si ça faisait 0 copec au box-office, un very bad prod. Comics en folie. Dans le reste de l'actu purement comics, le matériau source, une excellente nouvelle pour les fans de Hulk, puisque dans le numéro bonus annuel de la série principale du Colosse de Jade, on va en savoir plus sur ses origines en mode found footage, donc images trouvées. Alors c'est très cool quand il s'agit des origines de Hulk, beaucoup moins quand il s'agit de tes propres origines, puisque s'il y a bien un colosse veineux que tu ne veux surtout pas voir sur un vieux fichier MP4 retrouvé sur un vieux disque dur, c'est celui de ton père. Là ça va être David Pepose et Caio Majado qui vont nous proposer le projet Viridian, donc un groupe de jeunes réalisateurs qui vont se lancer à la recherche d'images pour un documentaire sur les origines de Hulk et qui vont finir par avoir sa rage en 4K. J'adore le concept. Et puis très bonne nouvelle aussi pour les fans de Nick Fury, celui qui nous a fait une Michael Jackson en Moonwalk, qui va fêter ses 60 ans dans l'univers Marvel. Il aura droit à un grand one-shot qui va redéfinir le personnage, les personnages, par Al Ewing et plein d'artistes talentueux. On n'a jamais vu un personnage aussi chauve avoir une histoire éditoriale aussi capillotractée dans l'univers Marvel, puisque vous le savez, Nick Fury c'est à la fois ce personnage guerrier de l'âge d'or avant de devenir un espion à la James Bond, et puis avant de devenir un Illuminati reptilien capable de contrôler le monde entier, il était blanc, et puis dans l'univers Ultimate, il a pris les traits de Nick Fury sans l'autorisation de l'acteur. Finalement, Nick Fury a fini par l'incarner dans le MCU, donc forcément, il a fallu le rendre noir dans l'univers principal. Et alors là, on lui a inventé au Nick Fury blanc un fils qu'il a eu avec une afro-américaine. Mais ce fils noir, il a fallu lui crever un œil et lui raser la tête pour qu'il ressemble exactement à Samuel Lee Jackson. On y est arrivé, mais on l'a transpiré. C'est plus Marvel, c'est carrément le plus grand cabaret du monde. Un Junior va avoir affaire à un nouvel ennemi qui s'appelle Scorpio et qui a des liens profonds avec l'histoire de Fury Senior, son père. Ça sent le cadeau parfum un petit peu mal digéré à Noël 1972. Et excellente nouvelle, puisqu'après avoir conquis son petit coin de chauve-souris dans l'univers d'ici, l'excellent artiste Sean Murphy déclare qu'il va s'attaquer à plus grand, qu'il va s'attaquer à la Justice League dans un futur opus, en plus de mettre en scène les progénitures du Joker. Eh bien on aura droit à The World's Finest, qui mettra en scène en plus de Wonder Woman et de Superman tout le reste de la Justice League. Alors le mec se paye tous ses kiffs en ce moment puisqu'il a racheté lui-même les droits sur la licence Zorro. Il a toujours voulu faire un comic sur Zorro, et bien il va le faire à travers sa propre maison d'édition, et ça s'appellera pour l'instant Zorro Man of the Dead. Ça pourrait bien se dérouler à l'époque moderne si on en croit les concepts pour Tornado, qui là n'est plus du tout un vieux canasson qui tire pour bouffer des ronces ou qui s'arrête pour chier au pire des moments dans la bataille. Là c'est plutôt minimum 300 tornados sous un capot, c'est beaucoup plus pratique, même si je sais pas du tout quel genre de vignette critère faut coller sur ce pare-brise. Le grand Mark Waid s'apprête à lancer avec l'artiste Dan Mora une nouvelle série sur Shazam qui a fait l'objet quand même, peut-être pas de la plus grande, mais d'une bataille judiciaire qui fait date dans l'histoire des comics. Ça c'est pas Minas Tirith, mais c'est le gouffre de Helm, mais comme c'était amusé d'ailleurs à renommer mon beau-frère ma sœur sur WhatsApp, sauf que c'était dans le groupe famille, la poésie te frappe n'importe où, n'importe quand, c'était l'analogie de trop. Là ce qui s'est passé c'est que dans les années 30-40, Captain Marvel est publié
chez l'éditeur Fawcett, hein, et ça se met à mieux vendre que Superman, donc National Comics, l'ancêtre de DC, lance un procès pour empêcher Fawcett de publier du Captain Marvel. C'est ce qui se passe. Les ennuis recommencent quelques années plus tard lorsque Marvel Comics décide de se doter d'un Captain Marvel également, un merde après tout pourquoi pas, et que DC finit par racheter les personnages du catalogue de l'éditeur Fawcett, et donc ils se retrouvent avec un Captain Marvel qu'ils ne peuvent pas publier en tant que tel, hein, parce que sinon ça ferait trop de pub aux concurrents, hein, et de toute façon ça ferait des problèmes légaux. Donc ils décident de lui changer son nom et de l'appeler Shazam. C'est le mot magique qu'il dit tout le temps pour se transformer, un petit peu comme si la biographie de Jean-Marc Morandini s'appelait s'il te plaît, montre-moi ton zizi d'ado. Sauf que justement c'est un petit peu emmerdant, comme c'est le mot magique qu'il utilise pour passer de sa forme de super-héros à sa forme d'enfant et vice versa, et bien c'est un petit peu con s'il le dit en plein milieu d'une bataille, je suis Shazam, et pof, hein, encore plus emmerdant s'il le dit pendant l'amour, hein, sauf s'il fait l'amour avec l'auteur à succès de s'il te plaît, montre-moi ton zizi d'ado. Évidemment que ça a fini par être justifié dans l'histoire, hein, avec des questions de volonté mentale quand il prononce le mot. Bon bref, là, Mark Waid décide de profiter de l'event Lazarus Planet pour modifier la façon dont fonctionne la magie dans l'univers d'ici et se mettre une contrainte. Il dit qu'il kiffe les contraintes en matière de création. Donc là, ça ne fonctionnera plus, donc il faut changer de nom. Et Shazam s'appellera Captain, juste Captain. C'est assez rare pour le souligner, mais la nouvelle série Poison Ivy par J. Willow Wilson et Marcio Takara fait un petit peu comme ton pote qui te demande de l'héberger pendant 6 jours et que tu finis par adopter 30 ans plus tard, hein, puisque elle a tellement de succès qu'elle était prévue à la base pour être une mini-série en 6 chapitres. Ça a été développé en maxi-série de 12 chapitres et maintenant ça devient une série régulière. On ne sait absolument pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera. Et enfin, deux bonnes nouvelles de la sphère des comics indés. Witches de Scott Snyder et de Jock va être adapté en série d'animation sur Amazon. C'est l'histoire des Rooks qui quittent leur domicile, hein, après un événement traumatique, qui vont s'installer quelque part. Et c'est complètement dément, hein. Et puis la deuxième nouvelle, c'est que le duo qui nous a donné l'excellent Sentient, dont le chapitre 1 me hante toujours, Jeff Lemire et Gabriel Hernandez Walta vont nous proposer The Phantom Road, hein, donc où un chauffeur poids lourd va s'arrêter pour porter secours à une femme qui a eu un accident et découvrir un artefact qui va les plonger dans une aventure aussi bizarre que paranormale. Lisez, cette semaine c'est la sortie de Salamandre d'Ian Jekyll Bard que j'ai eu l'extrême plaisir et l'honneur de traduire pour les éditions 404 Comics, hein, sous la direction de Nicolas Beaujuan. Ça a été relu par Marie-Paul Noël et c'est une histoire qui me tient particulièrement à cœur, déjà parce qu'elle met en scène un jeune enfant de 11 ans, un Casper Salamandre, qui perd son papa, qui est son véritable modèle, et on va voir comment est-ce qu'il va gérer son deuil, un deuil qui en plus lui supprime toute forme de créativité. C'est un petit artiste qui va être notamment envoyé de l'autre côté, hein, d'un voile de fer, dans une sombre dictature où quasiment tout est interdit dans sa famille, chez son grand-père, et donc on va voir à qui faire confiance, quel est le sens de la révolution, de l'art et de la famille, et qu'est-ce qui est le plus précieux de tout, hein. Je vous le conseille vraiment, c'est un ouvrage édité aux États-Unis chez Dark Horse Comics par Karen Berger. C'est très très beau. Ian Jekyll Bard construit un univers qui est à la fois complètement inventé, qui à la fois nous est étrangement familier. Ça raconte la puissance de l'art, et donc je vous le conseille vraiment. Je sais que les premiers retours des critiques sont bons. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'être toujours aussi nombreux à laisser vos pouces bleus, à partager, hein, sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Moi, sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez me laisser vos messages. Pour El Bando del Pueblo notamment, à votre espace de liberté depuis 386 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Rihanna fait la promo de sa marque de cosmétiques Fenty pendant son concert du Super Bowl, mais on s'en fout, hein. La news beauté de la semaine, c'est que Chucky et sa fiancée lancent leur propre marque de maquillage, hein, pour avoir un look de poupée qui tue.